Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bon retour sur YouTube après une semaine de punition. Je vais commencer par un sujet dans lequel je ne mets absolument rien dans le titre ni dans les commentaires, parce que forcément ça va être un sujet où là tous les algorithmes de tous les réseaux sociaux, plateformes vidéo, de streaming, etc. sont déjà préprogrammés pour vérifier ce qu'on en dit et ce dont on en parle. Je veux parler de cette nouvelle alerte sanitaire internationale promulguée par l'OMS concernant le monkeypox, comme on le connaît plus vulgairement en français par le variole du singe. Oui, je parle comme ça évite déjà que l'algorithme puisse comprendre les mots concernant ce sujet. Parce que oui, c'est un sujet. C'est un sujet qui va peut-être, certainement dans les jours à venir, commencer à prendre de l'importance dans vos médias, parce que les médias vont avoir leur rôle à jouer, comme ils ont joué leur rôle il y a 3 ans avec... vous savez quoi ? Enfin, il y a 4 ans maintenant, oui, 4 ans, puisque c'était... ça a commencé en novembre 2019. On a même, alors, hasard ou coïncidence, des prélèvements dans la baie de San Francisco, des eaux usées, ont révélé la présence du dit virus. Alors, je pense personnellement que je suis plutôt protégé parce que je fais partie d'une génération en France qui a eu le bénéfice, ou tout du moins pas eu trop le choix, d'une vaccination obligatoire pour cette maladie. Cette vaccination obligatoire qui s'est arrêtée en 1979, je pense. Et donc du coup, les gens qui sont nés après 79, à moins que vous ayez été vacciné pour X raisons, vous n'êtes pas vacciné pour cette maladie qui, dans sa version connue de l'époque, a été considérée comme étant éradiquée. Déjà, premier mensonge, puisque, vous le savez, un virus n'est jamais éradiqué. Il existe toujours, il s'adapte, il évolue, il reste peut-être localisé dans certaines régions du monde, et que lorsqu'il débarque dans nos contrées, eh bien, il ne peut pas œuvrer, puisque nous avons notre défense immunitaire qui est préprogrammée pour lutter contre lui, jusqu'au jour où une souche finit par être un peu plus virulente, un peu plus significative, et qui peut contaminer des gens. On va peut-être avoir quelques petits effets, mais notre organisme, tout du moins, comme ça l'a été avec la dernière pandémie, tout dépend des individus, comment ils se comportent, comment ils ont une défense immunitaire suffisamment efficace pour finalement passer entre les gouttes, pour passer entre les filets. Sauf que c'était sans compter les organismes de santé publique internationales qui, elles, ont fait leur boulot de faire peur, d'effrayer, et voire même d'inciter des pays, tout simplement, à prendre en considération la pandémie, sous le prétexte que nous n'avions pas de traitement efficace, et finalement, testez votre résilience, testez votre acceptation, votre soumission à des directives, à des décrets, à des ordres qui ont considérablement nui à vos droits et libertés fondamentales. Et très clairement, avec ce... j'ai bien l'impression qu'ils vont, encore une fois de plus, essayer de tester jusqu'où ils vont pouvoir aller pour faire peur aux gens et
utiliser ces gens pour faire accepter l'inacceptable. Je rappelle que l'OMS est toujours en attente de réussir à dissuader un certain nombre de pays de signer leur accord, leur traité international, qui leur permettra, lors d'une pandémie, de prendre les commandes, c'est-à-dire que la souveraineté de santé nationale des pays serait alors surpassée, serait alors soumise à l'autorité internationale de l'OMS. Donc vous comprenez qu'il y a certains pays, oui, comme la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie, etc., ils ont refusé de signer. Parce que, évidemment, l'OMS, c'est aussi un lieu où il y a du lobbying. C'est un lieu où le Big Pharma est extrêmement bien placé. Donc le moindre petit virus, la moindre petite maladie qui se répand comme une petite fièvrette ou une petite grippette qui en effet s'étend, eh bien on va en faire une montagne et on va en faire une menace de santé publique pour ensuite pouvoir utiliser le contexte de peur globale, de peur généralisée, pour commencer à détricoter des fondamentaux, des droits, des libertés, voire même des constitutions de certains pays, dans le cadre de la soumission à un seul ordre mondial qui est l'OMS. Voilà. Donc maintenant vous êtes au courant. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne risque pas d'y avoir un problème sanitaire à l'échelle internationale avec cette variole du singe. Même si aujourd'hui, il y en a certains qui commencent à prévenir ceux qui sont les plus exposés. Ben oui. Attention. Faisons gaffe, parce qu'on risque d'être traité d'être homophobe. Et donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce petit phénomène là qui est en train d'arriver. On en reparlera, parce que bon, on va voir comment ça va évoluer. Revenons aux États-Unis. C'est la guerre. Là, c'est la guerre ouverte entre, évidemment, Kamala Harris et Donald Trump. Les médias, en grande majorité, s'acharnent aujourd'hui sur Donald Trump. Ce qui n'est pas très intelligent parce que, sachant qu'on a quand même une grande portion d'Américains qui vont voter Trump, y a une sorte de déni de démocratie. C'est-à-dire que Trump, oui, c'est un personnage, oui, il y a des gens qui le détestent, à tort ou à raison. Mais il n'empêche qu'il est engagé dans un processus démocratique en tant que candidat. Que l'on l'aime ou pas. Donc il y a un certain nombre de règles, un certain nombre de principes qu'il faut savoir respecter. Or là, très clairement, on ne les respecte plus. C'est une guerre ouverte où tous les coups sont permis. Et du coup, du côté des démocrates, il y a quand même des gens qui commencent à s'inquiéter parce qu'ils se disent, est-ce que Kamala Harris, elle va tenir le coup? Alors déjà, on a prévenu, il n'y aura pas de débat avec Donald Trump. Pardon? Attendez. Au moins Biden, malgré son état, il a été au charbon. Après, c'est le risque. Ça passe ou ça casse. Sauf que là, on a l'impression que du côté des démocrates, il y en a qui savent qu'avec Kamala Harris face à Trump, ça risque de casser. Donc, prenons pas de risque, conservons l'image grandissante de Kamala Harris et pas de débat. Alors peut-être qu'ils changeront d'avis d'ici là. On va voir. Parce que bon, déjà, ça démontre qu'en effet, il y a une inquiétude sur la capacité de Kamala Harris à donner le change. Et ça n'empêche pas que Kamala Harris, alors même si
On attaque Trump sur certains de ses propos, sur ses approximations, sur ses fake news. Il faut dire que Kamala Harris aussi. Jusqu'à un dérapage où elle était tellement bien partie sur sa lignée, sur sa lancée, qu'à un moment donné, elle a lâché un truc, les gens commençaient... Quoi Qu'est-ce qu'elle a dit là? Elle a dit quoi là? Elle a utilisé quoi comme mot? Dépopulation. Pardon? Dépopulation. Waouh! Bah oui, parce que vous savez, dans les théories du complot, il y a le principe de la dépopulation, c'est-à-dire, petite référence, souvenez-vous, en Géorgie, il y avait ce qu'on appelait la fameuse Guidestone, qui était une sorte de je ne sais même pas comment on pourrait appeler ça, c'est même pas un mémorial ou un... Enfin bref, c'était des plaques de béton, je crois, sur lesquelles étaient inscrits des règles, une sorte de commandement en plusieurs langues. Et parmi ces commandements, il y avait un commandement qui disait qu'il fallait réduire la population mondiale à 500 millions d'habitants. Bon, alors cette Guidestone, elle n'existe plus puisque il y en a un qui a trouvé le moyen de tirer un coup de bazooka dedans, et puis ça a été l'opportunité de dire bon bah de toute façon on va pas la reconstruire, donc on a tout rasé. Alors, ils ont quand même laissé une petite plaque à l'endroit même en disant voilà, c'était ici qu'était érigée la légendaire Guidestone de Géorgie. Donc ça, oui, ça fait partie des théories du complot de réduire la population mondiale. Sauf que, bon, pour y arriver, alors il y a la Troisième Guerre mondiale, un coup de bombe nucléaire, sauf qu'évidemment, ça fait tout péter, ça casse tout, etc. Donc, c'est pas dans l'intérêt des empires financiers à l'heure actuelle. Le virus, oui, en effet. Est-ce qu'on peut éliminer une partie de la population mondiale avec un virus ? Ouais, sauf que le problème, c'est que le virus, c'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler, qui peut très bien aussi tuer des inutiles, les fameux inutiles de monsieur Laurent Alexandre, mais aussi des personnalités, des gens, des milliardaires, voire même des gens qui sont aux manettes de cette apocalypse. Et puis après, je vois pas trop. Mais après, c'est la mort lente. Les drogues, voilà, ce qu'on a déjà aux États-Unis dans certaines grandes villes, des gens qui deviennent des véritables déchets et qui finissent par s'autodétruire eux-mêmes. Sauf que ça, c'est un processus qui est relativement très très lent et qui touche vraiment une portion très défavorisée de la population américaine. Ce qui est un peu le cas d'ailleurs dans beaucoup de pays. Raison pour laquelle, quand vous avez des agences de lutte contre la drogue, quand elles commencent à remonter un peu trop haut dans les réseaux, les soutiens, les protections, etc., très rapidement, on fait en sorte que ça s'arrête. Parce que forcément, il y a un moment donné, on se dit comment ces gens peuvent installer des réseaux, comment ils peuvent continuer leur business sans que derrière il y a une complicité, un soutien, une aide, exactement comme en France. Comment se fait-il que des quartiers en France deviennent des zones de non-droit où s'installent des véritables réseaux de dealers de la drogue? Est-ce qu'en France on n'a pas la justice, on n'a pas les moyens d'éradiquer ça? Bien sûr que si. Sauf que ceux qui sont à la tête de ces réseaux, soit ils ont des complicités dans les milieux politiques, soit ils jouent la menace. C'est certainement ce qui s'est passé avec la maire de Canteleu. Souvenez-vous de cette affaire. Bon, elle est passée devant le tribunal. Alors je ne sais plus est-ce qu'ils ont mis un non-lieu ou un truc comme ça, je ne sais pas s'il y a eu une condamnation ou quoi, mais très clairement on a bien compris que cette mère, en fait, elle n'a pas eu le choix.
Alors le problème, c'est qu'elle n'a pas eu le choix, c'est qu'on se doute qu'elle n'est peut-être pas la seule, qu'elle a aussi peut-être des conseillers ou des gens dans l'administration de la municipalité. Est-ce qu'il y a une menace? Est-ce qu'on leur a dit, tu nous laisses faire notre business, etc. Sinon, on sait où se trouve ta fille, on sait dans quelle école elle va. Vous voyez, c'est une guerre. C'est une guerre. Mais c'est une guerre où malheureusement la France est complètement démunie. La France est complètement émasculée contre ça. Vous avez des pays, comme certains pays d'Amérique latine, qui eux en arrivent à des extrêmes. C'est-à-dire, ils arrêtent, voire ils tuent de temps en temps. Ils arrêtent et ils foutent tout ça dans des prisons ultra sécurisées où il n'y a absolument aucun contact avec l'extérieur. Et même les prisons, j'ai envie de dire, elles sont complètement isolées. Elles ne sont pas construites dans des grandes agglomérations, etc. Non, elles sont construites dans des trous perdus. L'isolement total. Ça ne veut pas dire que ça marche. Hein. Vous savez, la corruption, entre un agent pénitentiaire qui touche 1800 € net par mois ou 2000 € net par mois, si quelqu'un l'aborde, il lui file une enveloppe toutes les semaines avec 2000 € dedans, en espèces. Facile. Évident. Peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle on veut peut-être supprimer l'argent liquide, pour justement nuire à ces pratiques. Mais vous savez, vous pouvez supprimer l'argent liquide. Il y aura d'autres moyens. Des moyens avec des écritures numériques qui pourraient passer en dessous les radars de la traçabilité. Il y a toujours des moyens. Sauf qu'il faut s'en donner les moyens. Et pour s'en donner les moyens, il faut forcément avoir des facilités, des portes ouvertes, que ces mêmes politiciens, que des responsables, que des hauts fonctionnaires, ne peuvent être que complices à ce genre de choses. Aux États-Unis, c'est pareil. Hein. Vous avez même la fameuse DEA aux États-Unis qui a des accords avec certains gouvernements de certains pays d'Amérique latine pour pouvoir intervenir et soutenir les interventions des milices ou des polices ou des armées locales contre les cartels de la drogue. Alors après, vous pouvez créer des unités indépendantes, secrètes, pour être un peu plus expéditif. Je pense que ça doit exister. Et qui s'autofinancent. Comme ça, il n'y a pas de traçabilité d'argent public qui va dans des secteurs, mais attends, cet argent-là, pourquoi il va là, etc. Comme des fois, malheureusement, ça arrive aussi aux États-Unis, hein, dans les budgets de la CIA, etc. Il n'y a pas tellement de transparence. Hein. Il faut vraiment qu'il y ait des députés ou des sénateurs qui lancent une procédure pour exiger les comptes de la CIA pour savoir où va l'argent. Mais en général, ça n'aboutit jamais. C'est un peu comme la Fed. La Fed, ça fait depuis 20 ans, depuis la crise de 2008, qu'il y a des sénateurs qui ont essayé d'exiger, d'ordonner des audits internes à la Fed pour savoir où est l'argent et surtout la gestion des réserves fédérales. Ça n'aboutit nulle part. Ça n'aboutit pas. Oui, parce que pour ceux qui n'auraient pas suivi, 2013, 2014, je ne sais plus en quelle année, enfin c'est dans les années 2010, il y a eu cette affaire où il y a eu des suspicions que la Fed aurait utilisé l'or l'or fédéral, l'or de la réserve fédérale, je vais y arriver, pour essayer de spéculer, essayer de boucher les trous. D'où la raison pour laquelle on a créé ce qu'on appelle l'or papier, c'est-à-dire que c'est de l'or que vous pouvez acheter sur les marchés
mais c'est en fait une promesse d'équivalent physique. Mais en réalité, ces promesses d'équivalent physique, en réalité, le physique n'existe pas. Hein, c'est pour ça qu'il y a eu aussi ces affaires pour savoir si les émissions de bons d'or papier, est-ce qu'il y a bien l'équivalent physique qui correspond? En fait, on n'en sait pas. On ne sait pas. On n'en sait rien. Parce que personne n'a les moyens de faire un audit de la Fed pour le savoir. Donc voilà pour ce qui concerne aujourd'hui. Là, je reviens un petit peu sur finalement ce que je disais au début, c'est-à-dire la volonté de détruire une population par la drogue. Hein, ça fait partie un peu du jeu. Ça permet à certains de s'enrichir aux frais de la princesse et puis de contribuer à détruire des gens. Des gens qui ne servent plus à rien, des faibles, voilà, des inutiles, comme dit Laurent Alexandre. Donc voilà, Kamala Harris, oui, en effet, donc a eu ce mot. Alors, est-ce que c'est un accident? Est-ce qu'elle s'est trompée, etc. Allez savoir. De toute façon, soyons très clairs, Kamala Harris est le prête-nom pour empêcher Donald Trump de prendre la Maison-Blanche. On n'a pas choisi Kamala Harris parce qu'elle est compétente. Non, elle n'est pas compétente. Elle sera limite différemment, mais dans le même paysage, finalement, une marionnette. Une marionnette qui sera à la Maison-Blanche, qu'on sortira de temps en temps pour des forums, pour des réunions, pour des G7, etc. Mais on lui dira ce qu'il faut dire, on lui dira ce qu'il faut faire, et en réalité, ce sera bien le Deep State qui aura le contrôle absolu. C'est ce que d'ailleurs beaucoup d'Américains aujourd'hui sont convaincus, que t'auras beau mettre Donald Trump ou même Kamala Harris à la Maison-Blanche, de toute façon, la démocratie américaine n'est plus entre les mains du peuple. Ce n'est plus le peuple qui dirige. Ce n'est plus le peuple qui décide. Ce n'est plus le peuple qui est souverain. Et preuve en est, c'est que le problème des démocrates aujourd'hui, c'est aussi là où ils ont mis le doigt. Ils ont mis le doigt dans des engrenages, plus particulièrement avec Israël. Sachant que les plus virulents militants pour la Palestine sont essentiellement des progressistes. Et d'ailleurs, la convention démocrate, donc, qui va avoir lieu à Chicago, je crois, il y a déjà, on sait déjà qu'il va y avoir l'organisation de certaines manifestations pro-Palestine en marge de la Convention. Pourquoi ? Tout simplement parce que les démocrates restent alignés sur une ligne pro-israélienne. C'est pour ça que Kamala Harris, quand elle sort, oui, il faut sauver la Palestine, etc., je pense qu'après, elle a dû faire taper sur les doigts en disant non, sur ce sujet-là, tu fermes ta gueule, tu dis rien. Tu laisses faire les administrations, tu laisses faire, voilà. Mais tu ne donnes pas ton avis là-dessus. Alors forcément, il y a une dissonance avec une partie de l'électorat démocrate. Et donc cet électorat démocrate, ça pose problème parce qu'on se dit au mois de novembre, ils vont voter quoi ? Est-ce qu'ils vont voter quand même Kamala Harris en sachant qu'ils vont voter pour quelqu'un qui sera de toute façon pro-israélien et qui ne lèvera pas le petit doigt pour les Palestiniens? Il n'y a pas de consensus. Donc c'est là qu'est le ridicule de la chose. C'est-à-dire qu'en fait, et je dirais même en France, c'est pareil, on a les mêmes. C'est des gens qui votent pour se faire taper dessus. C'est ça qui est génial. Donc à partir du moment où vous avez des gens qui votent pour défendre une apparence, pour défendre une certaine, un petit côté vertueux
humanistes, droits de l'homiste, etc. Mais ils ne se rendent pas compte qu'en réalité, ces idéologies, bien sous tout rapport, hein, en réalité, sont des instruments de manipulation. Et qu'en réel, quand ces gens pensent qu'ils votent pour des gens qui suivent leur idéologie, et bien une fois que ces gens sont au pouvoir, ils se rendent compte qu'en réalité, ils font rien. De temps en temps, ils font un petit blabla pour assurer, oui, nous allons mettre toutes nos forces pour essayer de trouver un consensus, pour essayer d'amener les belligérants à la table des négociations. Et puis en réalité, que dalle. C'est comme l'Ukraine, c'est pareil. Hein, je vous en ai parlé, mais effet Dunkerque. Rappelez-vous bien de ce que je vous dis là. Effet Dunkerque. Quand je dis Dunkerque, c'est référence à la poche de Dunkerque, où les Français, les Britanniques se sont retrouvés complètement enfermés par l'armée allemande. Et si vous regardez bien sur une carte la fameuse invasion ukrainienne, vous allez vous rendre compte que il suffit que les Russes ils descendent à droite et à gauche vers le sud, et puis ils ferment la poche. Et là, les Ukrainiens, avec tout leur petit matériel, etc., walou. Et d'ailleurs, il y a, je crois que c'est Blinken qui, aux États-Unis, a alerté les Ukrainiens en disant attention, vous investissez tellement de matériel là dans cette petite opération qui est une opération médiatique, mais attention de ne pas vous faire enfermer dans une poche et après de vous faire massacrer. Ah, il y en a même qui commencent à dire ouais, on va vers un processus de paix. Peut-être que la Russie, en échange des territoires ukrainiens, pourrait céder éventuellement Kaliningrad, par exemple. Kaliningrad, c'est cette poche territoriale russe coincée entre la Pologne, l'Estonie, Lettonie, je crois, Lituanie, je ne sais plus. Donc voilà. Ils sont dans la merde. En fait, ils sont au bout du bout de la manipulation médiatico, économique, parce que ces engagements servent les intérêts d'un certain nombre de gens qui, derrière, y trouvent des intérêts financiers. Sauf que les intérêts financiers, c'est du court terme, et que le court terme, il y a un moment donné... il faut que les choses se résolvent rapidement parce que sinon ça ne va pas marcher. Et ça risque de coûter plus cher que ce qu'ils ont l'intention que ça rapporte. Mais voilà, bon ça on en reparlera parce que c'est des choses aussi qui vont encore évoluer dans l'actualité de façon évidente. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, oh là il y a un petit... waouh. Il y a un contre-jour. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, écoutez, portez-vous bien. Et puis, n'hésitez pas à aller de temps en temps sur Odyssée. Abonnez-vous sur Odyssée. Parce que ça fait toujours plaisir. À très bientôt.